Vous êtes chroniqueur au Nouvel Économiste, vous êtes spécialiste de la politique américaine. Richard Verly est avec moi pour m'accompagner dans cette interview. Avant d'en venir à ce sommet Trump-Poutine qui se dessine dans les prochains jours, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette question, un mot sur cette annonce du cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il va y retourner avec son armée dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou, le plan manifestement est tout d'abord de retourner dans Gaza-Ville, d'en faire partir les civils qui y sont retournés, qui y résident actuellement. Pour vous, il y va avec le feu vert de Donald Trump dans cette nouvelle offensive? En tout cas, c'est ce qui a été dit. Selon des sources proches du chef d'État israélien, Benjamin Netanyahou aurait le feu vert de Donald Trump pour retourner à Gaza. Et on parle même d'une conquête pleine et totale. Ouais. Mais il faut se rappeler quand même qu'il y a eu plusieurs fois où Benjamin Netanyahou a pris les devants sur l'action diplomatique dans la région, je pense notamment à l'Iran. Donald Trump semblait découvrir le plan, ou semblait découvrir... Oui, mis devant le fait accompli, on pourrait dire. C'est ça, mis devant le fait accompli, et donc a dû suivre de par la relation historique entre les États-Unis et Israël. C'est de ça dont il peut s'agir cette fois-ci encore. Dont il peut s'agir, on peut voir dans cette annonce on peut dire même Netanyahou qui tente de mettre la pression sur le Hamas et qui tente également de mettre la pression sur Donald Trump, qui est aujourd'hui quand même plus concentré sur la guerre en Ukraine. Ouais. Donald Trump qui se présente en faiseur de paix, ça ne l'arrange pas, cette reprise d'une offensive dans ces projets-là, dans ces plans-là? Ça ne l'arrange pas, je peux même faire un parallèle. Quand on regarde la situation en Iran, au moment où il y a eu une intensification des attaques, Donald Trump était en négociation avec l'Iran, justement sur un traité sur le nucléaire. Et finalement, on peut dire que c'est l'action de Netanyahou qui a fait dérailler les plans de Donald Trump. Netanyahou, d'ailleurs, n'était même pas au courant à l'époque de ces négociations sur le nucléaire avec l'Iran. Donc on voit bien comment ensuite ça s'est terminé. Et aujourd'hui, la paix qui aurait été possible, en tout cas une normalisation sur le plan nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, n'est plus possible aujourd'hui. Ouais. Sur la rencontre qui se prépare donc entre Donald Trump et Vladimir Poutine, est-ce qu'on peut dire, comme je l'ai dit, que c'est Donald Trump qui était clairement le demandeur? Alors, Donald Trump est le demandeur et on peut même dire que Donald Trump a plus besoin de cette rencontre que Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est celui qui finalement joue la montre, laisse passer la guerre et souhaiterait même qu'elle se poursuive au-delà du mandat de Donald Trump. Donald Trump, lui, il faut le rappeler, avant son élection, a dit que cette guerre se finirait en 24 heures. On est aujourd'hui à 6 mois de conflit sous son mandat et on n'a pas eu l'espoir de voir cette guerre se terminer. Donc Donald Trump est celui qui, je le rappelle, cherche le prix Nobel de la paix, va utiliser les conflits qui sont à sa disposition, la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient. On a même eu pendant un temps l'Inde et le Pakistan. Donald Trump essaye de pousser ses cartes finalement. Azerbaïdjan-Arménie. Azerbaïdjan-Arménie, c'est ça. Donc finalement, Donald Trump essaye de pousser ses cartes pour se présenter en faiseur de paix, mais il y a aujourd'hui très peu de résultats. On en est donc venu à cette future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Elle va avoir lieu, cette rencontre, pour vous? Vous y croyez? Moi, ce qui m'inquiète dans cette rencontre, c'est que si elle a lieu, ça sera une rencontre bilatérale et donc en l'absence de représentants européens. Ouais. Je peux citer la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Et on a bien vu que justement Zelensky a déjà échangé avec ses chefs d'État pour faire état des avancées qu'il aurait avec Donald Trump. Mais finalement, cette rencontre bilatérale qui se fera sans ces pays montrera bien qu'on aura on aura un camp désavantagé, l'Ukraine, qui ne sera pas représentée, je veux dire, en tant que force attaquée et force défendue par une union beaucoup plus globale. Les États-Unis et donc Donald Trump vont aller à cette rencontre pour obtenir une petite avancée et montrer que finalement Donald Trump est meilleur que Joe Biden, a réussi à amener Poutine à la table des négociations. Mais quand on parle de négociations, qu'en est-il ? Qu'est-ce qui ressortira de cet échange bilatéral ? Finalement, pour l'Ukraine, c'est presque inquiétant si cette rencontre a lieu effectivement sans Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Elle est inquiétante parce que finalement, l'Ukraine qui est partie au conflit ne pourra pas être négociateur des termes de cet échange bilatéral. On parle, selon certaines sources, on pourrait avoir la fin des attaques aériennes qui sont aujourd'hui très lourdes pour l'Ukraine, mais Zelensky reste sur des concessions terrestres. Ouais. Poutine reste sur des concessions terrestres. Vous voulez dire, pour que ce soit bien clair, que Vladimir Poutine serait prêt tout de même à stopper ces bombardements meurtriers qui d'ailleurs ont augmenté cet été très largement. Ils n'ont jamais eu une telle intensité. C'était son levier de négociation qu'il était en train de préparer avec ces attaques.
On a eu un Donald Trump qui a utilisé le volet économique comme levier des négociations, et de l'autre côté, on a un Vladimir Poutine qui, lui, utilise les attaques aériennes. Mais il faut quand même voir que finalement, si Vladimir Poutine s'arrête et recule sur ces attaques aériennes, ce sont quand même des miettes par rapport à l'ensemble du conflit. On parle d'une cessation des violences. On veut même avoir à la fin du conflit un traité de paix. L'arrêt des attaques terrestres, ça n'arrête pas les attaques. L'arrêt des attaques aériennes n'arrête pas l'arrêt des attaques terrestres, par exemple. Au début de son mandat, au début de son second mandat, Donald Trump semblait extrêmement favorable à Vladimir Poutine. Et depuis, on a l'impression qu'il a changé. D'ailleurs, lui-même a eu plusieurs reprises. Il a reproché à Poutine de le balader, où il a dit qu'il était mécontent de ce qui se passe. Est-ce qu'il arrive à ce sommet, si toutefois ce sommet a lieu, avec une forme de dureté? Est-ce qu'il est vraiment décidé à obliger Poutine à respecter certaines conditions? Mais c'est bien ce qui est ambivalent avec Donald Trump et sa relation avec Vladimir Poutine. On a quand même un Donald Trump qui, depuis quelques mois, quelques semaines, semble découvrir Vladimir Poutine, semble découvrir sa duplicité, alors qu'il l'a déjà pratiqué, le président russe, lors de son premier mandat. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de guerre lors de son premier mandat, maintenant dans une guerre avec l'Ukraine. Donc les conditions sont différentes. Mais on voit bien quand même que Donald Trump semble être fort avec des gens qu'il considère faibles et qu'il est faible avec les gens qu'il considère forts. Vladimir Poutine, finalement, a toujours, on peut dire, la main haute face à Donald Trump. Et le président américain semble présenter de la dureté, de la fermeté, par exemple, face à Medvedev. Durant une série de tweets, il est prêt à envoyer des sous-marins nucléaires, mais face à Vladimir Poutine, on n'a pas le même son de cloche. Il pourrait oser le duel pendant ce sommet, si le sommet a lieu, c'est-à-dire confronter Vladimir Poutine. Est-ce qu'on pourrait même imaginer qu'un tel sommet se termine par un désaccord? Je pense qu'on l'espère. On espère que Vladimir Poutine, bon, c'est difficile à imaginer, mais que Vladimir Poutine, lui aussi, passe, si je peux le dire, sous le grille de Donald Trump. On a vu Donald Trump interagir avec Zelensky à la Maison-Blanche, avec le président sud-africain, avec même Ursula von der Leyen en territoire européen. Est-ce que Vladimir Poutine serait prêt, lui, à se faire aussi, on peut dire, saucissonner par Donald Trump? Il faudra le voir pour le croire. Ouais. Est-ce que c'est le signe aussi d'une forme de fébrilité de Donald Trump qui voulait stopper ce conflit, alors en 24 heures pour commencer, ensuite en 30 jours, en 100 jours, désormais qui avait donné d'ailleurs un ultimatum à Vladimir Poutine qui devait expirer d'ailleurs ce vendredi. C'est ça. On voit que l'Inde résiste à ces pressions économiques puisqu'il annonce des tarifs très élevés sur ce pays qui achète énormément de pétrole à la Russie. Ça ne se passe pas comme prévu du tout pour Donald Trump. Il est prêt pourquoi pas à une négociation de crise à la va-vite, quitte ensuite à ce qu'il y ait plus de problèmes engendrés que de problèmes résolus. Mais le problème de Donald Trump, tout d'abord, c'est qu'il donne souvent des délais qu'il ne respecte pas. Et donc, on a l'impression qu'on a un plan qui n'est finalement pas si bien ficelé que ça et qui change au gré des humeurs du président. Au niveau même des alliés attaqués par Donald Trump, on peut citer la Chine. Les États-Unis se sont couchés lors de la première phase de la guerre commerciale au printemps. Et aujourd'hui, l'Inde, qui est également un allié de la Russie, en tout cas sur le plan économique, ne semble pas plier non plus. Donc on voit bien que Donald Trump, comme vous l'avez dit, est assez fébrile dans l'attente de cet échange bilatéral avec la Russie. Et donc, il est fortement possible que rien ne ressorte de cet accord, que de cet échange, que Donald Trump ressort encore plus frustré et encore plus ennuyé par Vladimir Poutine, et que du coup, la guerre continue sans que Donald Trump ait pu présenter une quelconque avancée dans sa politique pacificatrice. Vous avez dit qu'une grande question sera les Européens, elle portera sur les Européens. Donald Trump a déjà dit qu'il n'en voulait pas, ils ne seront pas à la table, il les a même prévenus au téléphone. Ça veut dire qu'il considère que dans ce cas de figure, de toute manière, les Européens sont là pour lui obéir et pour appliquer, je dirais, les résultats du sommet, quels qu'ils soient? Exactement. De toute façon, on voit bien que sur le plan commercial ou même sur le plan militaire ou diplomatique, Donald Trump ne tient pas compte des Européens. Même d'Emmanuel Macron. Même d'Emmanuel Macron. Quand vraiment je dis l'Europe, c'est vraiment l'Europe, la France et les 27. On voit bien que Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, a réalisé 5 voyages depuis le 20 janvier pour se rendre en Russie et pour faire avancer les négociations de paix par rapport à cette guerre. On n'a pas eu beaucoup d'avancées. Et la dernière rencontre qui s'est passée avec les Européens, je peux même dire arrachée au forceps, car
la délégation européenne n'était pas prévue, a été celle qui a été vraiment la plus médiatisée et celle qui a permis quand même d'arrêter quelques accords entre l'Ukraine, la Russie, les Américains. Quand je vois qu'une rencontre part dès le départ sans la France et sans les Européens, c'est qu'elle est vouée à l'échec. Un pessimiste donc sur ce sommet. Les sondages donnent aujourd'hui Donald Trump aux États-Unis à moins de 40% d'opinion favorable. C'est très bas pour un président américain, certains même à 38% d'opinion favorable. Est-ce que ça pèse sur lui aussi, l'opinion publique américaine, sur ce conflit en Ukraine ? L'opinion publique américaine, qu'elle soit d'ailleurs sur les problèmes domestiques ou les problèmes internationaux, pèse sur Donald Trump. On voit bien que... on peut dire les retombées positives de sa politique tardent à venir. Il faut penser qu'à la rentrée, on va commencer le cycle électoral des midterms qui se dérouleront en novembre 2026. Et pour Donald Trump, on n'a pas vraiment de lueur d'espoir pour que les républicains puissent garder l'avantage qu'ils ont au Congrès. D'ailleurs, si je peux encore même rajouter un dernier élément, c'est que Donald Trump, encore dernièrement, au niveau des chiffres du chômage, a été très insatisfait des résultats très factuels qui lui ont été présentés et donc a viré le responsable en chef la responsable, la responsable en chef, c'est ça, du ministère du Travail qui s'occupe des chiffres du chômage. Donc on voit bien que finalement on est face à quelqu'un qui... Un rapport compliqué avec la réalité. Un rapport compliqué avec la réalité, exactement. D'ailleurs, il cherche toujours sa successeur. Manifestement, ça ne se bouscule pas au portillon pour remplacer... Il ne faut pas donner de mauvais chiffres à Donald Trump. Allez, merci beaucoup Malcolm Bighan d'avoir été notre invité ce matin pour décrypter cette actualité. On marque